Présenté par Jean-Jacques Foucault. Pour cette édition, nous parlerons de Dieu, au prétexte d'un livre qui nous présente la société, celle d'aujourd'hui, telle qu'elle est, c'est-à-dire celle marquée par des dérives de toutes sortes. Le texte du soir est une peinture nette de notre environnement, celui des quartiers peuplés et insalubres, celui des sociétés dominées par l'immoralité, où se côtoient fornication, sexe à profusion, comme élément d'affirmation des jeunes, comme moyen de commerce pour les jeunes filles et même les jeunes garçons. Environnement dans lequel, et le livre l'affirme, 8 filles sur 10 vont en mariage ayant une vie sexuelle très complexe, laissant derrière elles un nombre incalculable d'avortements, et une société dans laquelle les mariages forcés ont élu domicile, où les filles mères se comptent par centaines, où les pères irresponsables ne font plus l'exception, où la bière a pris la place de l'eau et n'a plus d'âge. Du coup, est présenté comme fort celui qui ingurgite des litres à la pelle. Dans le même environnement, l'inceste est devenu monnaie courante, la quête effrénée des richesses éphémères est lancée, tout comme les avoirs et le pouvoir, même sans le savoir au préalable. Mais il faut le dire, au milieu de ce chaos, l'auteur nous apporte espoir. Il nous dit qu'il y a des poussins de Dieu qui observent les préceptes bibliques et qui s'y conforment. Bonsoir, bonjour et bienvenue au Point littéraire. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Vous le savez, le livre en vitrine pour cette édition a pour titre Les poussins de Dieu, un roman d'André Biong, publié aux éditions Ifriqiya dans sa collection Sanaga. L'auteur André Brion est un journaliste écrivain et sémioticien, diplômé de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC. Autre aspect important à maîtriser de son parcours, après une licence en lettres bilingues et une maîtrise en lettres modernes françaises à l'Université de Yaoundé 1, en 2008, il est l'un des lauréats du premier prix, du prix de littérature espagnole en poésie organisé par l'ambassade d'Espagne. En 2016, il obtient un master option sémiotique de la communication à l'université de Yaoundé 1.
Il est actuellement chef de la cellule de communication du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Avant Les Poussins de Dieu, André Billon a publié Les enfants d'aujourd'hui et Au nom de la plume, 2 pièces de théâtre. Le point littéraire, l'entretien. Allons retrouver tout de suite l'auteur de cette édition. André Billon, bonsoir et bienvenue sur Royal FM. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. Bonsoir à tous les auditeurs de Royal FM. C'est un plaisir de vous recevoir en cette soirée pour nous parler de votre livre. On vous sait très occupé. Vous avez trouvé un peu de temps pour venir partager avec nous ces 60 minutes. En effet, je commencerai par apprécier l'indicatif du début. J'ai beaucoup apprécié ces réactions d'écrivains, certains qui se sont retrouvés écrivains malgré eux, parce que les parents leur ont dit qu'ils pouvaient écrire. Oui. Alors moi, je voudrais dire que quand on est passionné de l'écriture, quelles que soient les occupations, on a du temps pour sa passion. Et vous vous sentez interpellé à travers les témoignages d'auteurs, d'écrivains de tout à l'heure alors? Oui, je suis interpellé parce que vous avez touché là tout à l'heure un aspect qui est souvent mis en avant, le temps. Quand trouvez-vous du temps pour écrire? Moi, j'ai beaucoup apprécié l'un des intervenants qui disait il écrit à partir de 4 heures. Et vous allez remarquer que j'ai précisé le jour, l'heure de démarrage, n'est-ce pas, de ce roman. Et c'est généralement très tôt le matin qu'on a l'impression d'être en contact avec l'inspiration divine. Voilà. Les Poussins de Dieu, c'est le texte que vous venez de présenter au grand public. Mais bien avant, on a connu André Billon dans d'autres registres, notamment le théâtre. Il y a eu 2 textes quand même importants qui ont été écrits. Il y a Les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui, le contexte d'abord d'écriture d'un tel ouvrage. Je préfère commencer par expliquer pourquoi j'ai choisi le théâtre. Oui, pourquoi le théâtre, justement. Parce que pour moi, le théâtre, c'est le spectacle. Et j'ai moi-même pratiqué du théâtre, j'ai été acteur, j'ai joué plusieurs pièces, j'en ai écrit, j'ai créé une troupe théâtrale à l'époque qu'on appelait Binanga, au quartier Damas, à Yaoundé. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Alors la troupe théâtrale a pris de l'âge. Plusieurs jeunes qui étaient à l'époque très jeunes sont aujourd'hui des responsables dans plusieurs administrations. Certains sont partis de l'autre côté. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas préparé la relève? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, nous étions un groupe qui, j'ai envie de dire, s'essayait au théâtre. On était talentueux, mais il n'y avait pas un soutien. Vous savez, lorsque vous construisez une maison, il faut quand même penser à ravitailler pour que l'entreprise dure. Donc c'était davantage un passe-temps Oui, c'était davantage un passe-temps qu'on voulait quand même une occupation permanente, mais ça n'a pas trop mordu. Mais nous sommes tous restés très accrochés à notre passion, ce qui fait que plusieurs d'entre eux sont, malgré leurs occupations, des hommes de culture, des hommes de lettres, comme moi bien sûr. Alors j'ai donc choisi le théâtre parce que c'était une passion, parce que je le pratiquais moi-même. Et ensuite, parce que le théâtre, c'est d'abord le spectacle. Et moi, j'aime bien le spectacle. J'aime mettre en scène les situations de vie. J'aime reproduire ce que nous avons l'habitude de vivre. J'aime présenter ça sous forme de jeu, de spectacle. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à choisir le théâtre. Et je crois que dans notre société, quand on est trop sérieux, immédiatement, on vous craint. On vous évite, la polémique s'installe. Mais quand vous venez avec le spectacle, ça émeut quand même plusieurs personnes, ça intéresse. Au-delà, n'est-ce pas, du sérieux, il y a qu'on a envie de rire. On a envie de trouver quelque chose qui puisse nous faire plaisir. Et dans notre société aujourd'hui, Jean-Jacques, c'est compliqué de sourire aujourd'hui. La vie est plutôt stressante. Les gens sont constamment sous pression.
Alors aujourd'hui, on a dit le livre Les enfants d'aujourd'hui. D'abord, cette pièce de théâtre, cette première pièce de théâtre. Pourquoi vous l'écrivez? À quel moment vous le faites? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devient? Oui, alors là, je commence à écrire Les enfants d'aujourd'hui en classe de seconde, pratiquement. Et c'est de là que vient l'idée. Mais au départ, ça ne s'appelle pas Les enfants d'aujourd'hui. Ça s'appelle Descente aux enfers. Descente aux enfers. Oui. Et pourquoi? Et après, je me dis... parce que j'assiste à plusieurs rencontres d'aînés, et puis je me rends compte que lorsque ces aînés sont dépassés par les comportements des jeunes, eh bien l'exclamation la plus courante, c'est vraiment les enfants d'aujourd'hui. Alors je dis, mais tiens, c'est vrai ça, c'est vrai. Et c'est comme s'il se passe le mot, hein, mais c'est naturel, c'est spontané. Et je dis, voilà un bon titre pour ce manuscrit que je suis en train de mettre en forme. Et là, j'ai donc choisi ce titre, Les enfants d'aujourd'hui. Et je mets en scène une famille qui est plutôt à l'abri du besoin. Oui. Une famille qui a un père, Lingwang, et une mère, Lingwang qui veut dire en langue bassa, la richesse, et Ukalga qui veut dire en Erondo, attention. Oui. Et vous allez remarquer que dans mes œuvres, les acteurs portent des noms qui signifient. Et ça, c'est le côté sémioticien. Oui, qui reste, qui domine. Voilà. Donc, c'est parce que tout signifie, tout a un rôle, même le nom. Alors, ça fait que, effectivement, Ukalga va jouer ce rôle j'ai envie de dire, d'Alette. Oui. Celle qui va dire à son mari, non, on gâte un peu trop nos enfants, c'est pas bien, il faut quand même essayer d'être conséquent, de leur montrer que la vie n'est pas toujours aussi facile. Oui. Voilà. Mais le père, lui, il trouve qu'il a les moyens. Il faut donner ses moyens aux enfants. Et c'est comme ça que petit à petit, les enfants vont avoir tout ce qu'ils demandent, même ce qu'ils ne demandent pas, et ils vont se croire capables de tout, et ils vont se sentir supérieurs aux autres, ils vont narguer les moins nantis, et ils vont commencer à poser des actes abominables, et la mauvaise compagnie aidant, ils vont donc entraîner leur famille vers la dérive. Ça va donc pousser la famille à connaître une certaine pauvreté soudaine, parce que les enfants vont même voler les biens de la maison pour les vendre. Et voilà. Décidément, les enfants d'aujourd'hui. Oui. Ça portait bien le titre. Voilà. Alors, oui. Donc, alors, il y a eu après. Je voudrais quand même préciser que dans les enfants d'aujourd'hui, j'ai sanctionné le père parce qu'il fallait qu'il meure. Il fallait vraiment mettre une sanction pour dire à tous ces parents qui auraient la tentation de ressembler à ce père que, attention, il faut faire attention. Ce qui peut vous arriver. Voilà. Il y a eu ça, il y a eu Au nom de la plume. Oui, Au nom de la plume, autre pièce de théâtre, c'est mon deuxième bébé littéraire. Et là, je m'adressais particulièrement à tous les confrères, particulièrement les jeunes confrères, et aussi les étudiants, parce que j'ai constaté que les étudiants ont généralement ils ont tendance à croire qu'il faut, parce qu'on a le pouvoir d'écrire, parce qu'on a le talent d'écriture, eh bien on est capable de faire du journalisme. Alors c'est un groupe de jeunes qui décident comme ça, après avoir tenté tous les concours administratifs, ils se disent, vous savez, dans notre société, lorsqu'on n'a pas eu un concours, le dernier recours, c'est l'université. On se dit, bon, ça c'est un parcours qui avance naturellement, en attendant de quitter l'université. Et ce que je dis là, chacun de nous, même ici, l'a connu à un certain moment. Chacun peut s'y reconnaître. Oui. Donc moi je suis dans une logique de Stendhal qui dit que il faut, c'est-à-dire une œuvre c'est comme un roman qu'on promène sur un chemin. Oui, tout à fait. Donc, et ces jeunes-là vont finalement s'essayer dans le journalisme, mais ils vont devenir des journaleux, entre guillemets. C'est-à-dire, ils vont pratiquer un journalisme, j'ai envie de dire, ils vont tordre le cou au journalisme, et ils vont en payer les frais. Et puis, petit à petit, ils vont prendre conscience, parce qu'il y a, par exemple, des aînés qu'ils sollicitent pour les aider, parce qu'ils comprennent à un moment donné que ce métier, ça ne se pratique pas aussi aisément qu'on le croyait. Ça, c'est rouage, ça, c'est code. Tout à fait. Il faut absolument qu'on utilise quelqu'un qui s'y connaît déjà, à défaut
d'aller s'inscrire dans une école, surtout que les écoles ne leur tendaient pas les bras. Ils étaient des échoueurs, entre guillemets. Donc ils se disent, voilà, nous allons quand même profiter de ceux qui sont passés par là. Mais même jusque-là, la mayonnaise ne prend pas. Ils commencent donc à faire du chantage, à rançonner, à écrire, à faire des titres. Voici vous connaissez ces titres que nous avons aujourd'hui. Donc, et finalement, ils vont sortir de là avec une triste situation. Ils vont comprendre, ils vont être arrêtés, ils vont connaître beaucoup de déboires et ils vont finir par comprendre que, eh bien, on ne peut pas tout faire au nom de la plume. Parce que la plume peut être une arme de destruction massive. Tout à fait. Et alors, ils ont décidé de mettre le métier à leur service et non de se mettre au service du métier. Voilà. Alors, il y a ces 2 pièces de théâtre qui sont jouées régulièrement dans des écoles. Ça a été d'ailleurs joué à Soir au théâtre. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de constater que votre pièce a été reproduite? J'avoue que c'est une surprise tout à fait logique, parce que l'écriture est mystique, elle est mystérieuse. Moi, quand je décide d'écrire, je n'ai pas un projet de faire jouer mes pièces. Moi, j'ai un problème à résoudre, c'est ça, c'est tout, ça s'arrête là. Interpeller la société sur un fait, un fléau bien particulier. Surtout à résoudre un problème, parce que moi, c'est un peu ça mon positionnement, résoudre un problème. Alors, dans la première pièce, les enfants d'aujourd'hui, j'ai envie de résoudre ce problème de ces enfants qui croient que l'héritage de leurs parents, c'est le leur. Au nom de la plume, j'ai envie de résoudre le problème selon lequel, quand on a la plume accepte, quand on a la plume, quand on est talentueux dans l'écriture, on peut tout faire. Bien, je leur dis non, c'est pas ça. Maintenant, je me positionne comme ça parce que j'estime qu'il faut quand même apporter une sorte de solution aux problèmes de notre quotidien. Bon, maintenant, le livre, lorsqu'il est sorti, il ne vous appartient plus. Vous savez, quand vous créez un livre, c'est un monde que vous mettez en place. Vous avez le sentiment d'être un démiurge. C'est-à-dire que vous êtes en train de... C'est vous êtes le dieu de ce monde-là. Vous sanctionnez un acteur, vous le faites ressusciter ici, disparaître de l'autre côté, changer même de nom. Et puis vous avez entendu tout à l'heure que moi je disais qu'une pièce s'appelait, puis finalement ça a changé. Et donc c'est au gré des envies, des épreuves qu'on traverse, du tempérament qu'on a quand on écrit, de ce qu'on voit, même peut-être ce qu'on a vécu le jour où on est en train de décrire cette page. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a même les fantasmes, les rêves inaboutis, et parfois les déceptions. Parfois on recrée même un personnage qu'on aurait voulu être soi-même. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire. Maintenant, je découvre que d'autres personnes me font voir d'autres visages que je n'ai pas imaginé de mon œuvre. Alors c'est le cas de Juvénile Assomo, qui est un doctorant en art du spectacle à l'université Yaoundé 1, qui m'appelle un jour et me dit, voilà, je vous cherche depuis, monsieur André Bion, je suis en train de travailler sur votre œuvre, les enfants d'aujourd'hui, et c'est mon corpus de thèse. Je lui dis, ah bon? Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce texte-là, à mon modeste texte? Il me dit non. Alors, je voudrais vous rencontrer. On s'est donné rendez-vous, on s'est vu. Et là, il m'explique. Je vous avoue, Jean-Jacques, quand il me parlait de mon œuvre, j'avais le sentiment qu'il me parlait du livre de quelqu'un d'autre. Tellement il a mis la science à l'intérieur, il m'a montré les aspects spectaculaires de mon œuvre, et il m'a montré même les théories avec d'autres grands maîtres. J'ai dit, écoutez, si ça... Maintenant, je commence à comprendre que mon œuvre est importante du point de vue scientifique. Tout à fait. Donc moi aussi, j'ai appris en l'écoutant. J'ai redécouvert cette œuvre-là. Et quelque temps après, un autre jeune ici, son prénom m'échappe, il est à l'école normale supérieure de Marois. Lui, il m'appelle, ils ne se connaissent pas. Lui aussi m'appelle, il me dit, voilà, je vous cherche depuis, je suis en train de travailler sur votre œuvre au nom de la plume. Et je suis doctorant. Je dis, mais alors, Seigneur, que veux-tu me dire à travers cela? Et donc, j'ai été tout simplement très content de voir que voilà, je participe aussi à enrichir les travaux de thèse. Donc ce n'est plus seulement
ce que je voulais résoudre comme problème, ça s'étend de plus en plus. Et je dis gloire à Dieu et que la société en profite au maximum. Il y a quelques jours, vous avez proposé au grand public Les Poussins de Dieu. D'abord, le titre interpelle et on a bien eu l'impression qu'il y avait une mobilisation particulière. On voulait savoir qu'est-ce qu'André Billon vient faire dans le roman, lui qu'on a souvent connu dans les pièces de théâtre. Alors, pourquoi la migration vers un autre genre? Il fallait essayer un nouveau style, un nouveau genre? Oui, parce que, vous savez... généralement, les créateurs, les écrivains sont des créateurs, ce sont des gens qui sont, pour la plupart, des anticonformistes. C'est-à-dire que on est têtu naturellement, oui. On est rebelle naturellement, on est explorateur des nouveautés naturellement, on n'aime pas être statique, oui. On aime essayer tout. Il faut une dynamique, au niveau dans l'écriture. Tout à fait, une progression aussi, tout parce que... personnellement, j'ai choisi de faire du roman parce que, pour moi, la frontière entre le théâtre et le roman, c'est que le théâtre, vous avez le sentiment de mettre en scène des acteurs. Vous avez vraiment le sentiment d'être spectateur. Alors que le roman, c'est vraiment la définition de Stendhal, c'est ce miroir qu'on promène le long d'un chemin. Ouais. Et vous savez, quand vous promenez un miroir le long d'un chemin, c'est vous qui tenez ce miroir. Tout à fait. C'est vous qui choisissez ce que vous montrez. C'est bien vrai, c'est la réalité que vous êtes en train de représenter, mais c'est une réalité que vous, j'ai envie de dire, que vous reconstruisez, que vous restructurez et qui finit par devenir une création. Vous voyez ? Et donc, je me suis dit, il faut partir maintenant, essayer autre chose et montrer un peu aux uns aux autres que voilà, je ne suis pas seulement un dramaturge, oui. Je peux également être un romancier, tout comme je peux être un nouvelliste. Il y a tellement de genres. Moi, j'aimerais bien essayer tous ces genres. Et donc, ce n'est que un premier jet. Donc, ce ne serait pas étonnant que... de vous retrouver dans la poésie ou d'autres... Surtout que la poésie a d'ailleurs été... ma première terre d'accueil, parce que j'ai commencé à écrire des poèmes. D'ailleurs, le jour de la dédicace, ma sœur aînée, que je salue, parce que j'imagine qu'elle nous écoute, elle m'avait fait faire un poème. C'était un devoir qu'on lui avait donné en classe. Et moi, elle est venue me voir, moi j'ai fait le poème, et elle a remporté le prix à l'école. J'ai dit, tiens, et j'ai plusieurs manuscrits. D'ailleurs, mon épouse Gladys Billon, qui est en train de nous écouter, avec Emmanuel et David, nos bouts de chou, elle sait que j'ai toute une armoire de manuscrits, de poésie, mais bon, je vais certainement les publier un jour. Oui. Alors, Les Poussins de Dieu. Il y a d'abord la première couverture qui nous interpelle. Une photo avec deux poussins, il y a un symbole particulier qu'on cherche à renvoyer avec ce morceau, ce bout de planche sur lequel on voit les deux poussins posés. Est-ce qu'il y a un symbole particulier qu'on essaye de renvoyer à l'égard du lecteur qui, d'un premier abord, tient cet ouvrage? Absolument. Je vous ai dit que je suis sémioticien et tout est signe. Et je ne peux pas être sémioticien et ne pas faire une première de couverture attrayante, agréable. Alors, c'est pas un bout de planche. C'est deux poussins qui sont sur une babouche. Ah, sur une babouche. Alors, maintenant que vous le dites, oui. Ça me vient. C'est une babouche. Et en réalité, c'est un quartier marécageux. Et c'est une inondation. C'est après les pluies. Oui. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a fait penser aux poussins qu'ils pouvaient se mettre sur cette babouche? Oui. Étaient-ils sur la babouche et l'eau est venue les trouver dessus et les a entraînés? Ils sont sereins. Ils sont tranquilles, ils ne bougent pas. Pourtant, la première réaction serait qu'ils paniquent. Tout à fait. Oui, mais ils sont là, tout tranquilles. Et c'est justement la symbolique de ces jeunes, de ces hommes et femmes qui traversent des épreuves dans leur vie et qui parfois n'ont pas de moyens de changer leur destin. Ils sont impuissants. Et il n'y a plus que Dieu. Oui.
Parce que parfois, vous savez, il y a des gens qui croient en Dieu malgré eux. Parce que les épreuves sont tellement difficiles, parce que les portes sont tellement fermées, qu'ils se disent, mais Seigneur, il n'y a plus que toi maintenant. Vous avez essayé tous les concours, vous n'avez pas réussi. Vous voyez autour de vous des familles qui évoluent, des enfants qui vont à l'étranger et les maisons des parents qui commencent à prendre une autre allure. Vous voyez des gens... Moi, je connais par exemple à l'université de Yaoundé 1, j'ai eu la malchance, ou peut-être la chance, de travailler dans le quartier où j'ai presque fait toutes mes études. C'est-à-dire des études secondaires et les études universitaires. C'est pas très loin, le quartier Foulane. Moi, j'ai fait 7 ans au lycée de Nsamé Foulane, de la 6e en terminale. Et j'ai passé tout mon cursus académique à l'université de Yaoundé 1. Je vous assure, Jean-Jacques, je connais jusqu'aujourd'hui, puisque c'est le chemin que j'emprunte pour aller au travail, des femmes qui ont vendu la banane douce, les oranges. Quand j'entrais en 6e. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est-à-dire que le livre est une représentation des choses vécues, vues, entendues. Le roman s'inspire de la réalité. Oui. Maintenant, il faut quand même un peu de fiction. Un peu de romanesque. Il faut que ce soit quand même de l'art. Oui. C'est pour ça, et c'est pourquoi ça doit devenir de l'art. Tout simplement pour que chacun s'y reconnaisse. Pour dire, je ne parle pas de la situation de ceux qui ont vécu au quartier Ngouaekele, mais je parle de tous ceux-là qui peuvent s'identifier à cette situation de ces poussins qui sont en difficulté. Et ces poussins, c'est une famille que je mets en scène. Tout à fait. Les Mboyana. Et les Mboyana, d'abord, je salue les Mboyana qui sont existants. D'accord. C'est un nom réel. Oui, d'une famille qui existe. Oui, c'est un monsieur et une femme qui sont un papa et une maman qui ont 9 enfants. Bon, malheureusement, l'un d'eux est décédé récemment, donc il ne leur reste que 8. Mais ils ont près de 36 ans de mariage. Et chaque fois qu'on les voit, c'est comme s'ils se sont mariés hier. Ils sont pieux. Ça suscite l'admiration. Oui, mais non seulement ça suscite de l'admiration, mais ils ont des enfants c'est-à-dire les couples qu'ils ont encadrés. Et parmi ces couples, le couple Bion, c'est-à-dire mon épouse et moi. Alors nous, on a dit, pourquoi ne pas leur rendre un hommage, pas en écrivant une œuvre autobiographique, parce qu'il ne faut pas précipiter leur mort, mais il faut quand même leur rendre un certain hommage en les mettant au cœur, du moins en termes de nom, de patronyme, en les mettant au cœur de cet ouvrage. Donc c'est un nom réel. Et c'est d'une famille qui peut-être n'a pas forcément 9 enfants, parce qu'il faut que la fiction prenne le dessus, puisque c'est l'œuvre littéraire. Et dans le texte, c'est 6 enfants. Voilà. Oui. Et c'est même 6 enfants, parce que bon, voilà, moi j'ai grandi dans un environnement de 6 enfants. Vous voyez comment tout s'entremêle. Il y a de l'influence. Il y a des influences personnelles qui entourent. Oui, par exemple, si j'avais connu Jean-Jacques Foucault avant, peut-être que j'aurais pris des parcelles, des tranches de vie de Jean-Jacques et que j'aurais intégré dans ce roman. Donc ça fait que ils sont dans un quartier qui est... Alors je choisis Elobi. Elobi, c'est un nom connu. Très connu. C'est que quand on dit à Yaoundé, Elobi, ça renvoie au marécage. À la pauvreté, aux difficultés Et il faut le dire, le marécage entraîne le reste. Dès qu'on dit marécage, vraiment, il n'y a pas que pauvreté. Il y a promiscuité. Il y a insalubrité. C'est-à-dire, vraiment, le marécage, ça emballe tout cela. Et donc, quand on dit lobby, il y a plusieurs lobbies à Yaoundé. Tout à fait. Donc, moi, je symbolise cet lobby général. C'est-à-dire, je parle de tous les lobbies à la fois, de tous ces quartiers marécageux, et ils sont là. Malgré les intempéries naturelles, malgré la rigueur de l'environnement dans lequel ils vivent, ils restent dignes. Ils restent respectueux de leur principe de vie. Ils restent pieux. Et ça, c'est rare. Vous savez, j'en profite pour dire à tous ceux qui, parce qu'ils sont affamés, parce qu'ils ont l'impression que l'horizon ne se dessine pas, je leur dis, il faut rester confiant. Vous avez une richesse. Et cette richesse-là, parfois, ceux qui sont dans les quartiers nantis vous l'envient. Tout à fait. Parce qu'il ne suffit pas de vivre à Bastos, à Santa Barbara. On peut vivre à Santa Barbara, on peut vivre à Bastos, mais être pauvre dans la tête, être pauvre en valeur, être un enfant qui braque ses parents, un enfant qui dévalise la maison, un enfant qui est dans la drogue alors que de famille riche, un enfant même qui n'a pas le sens de la communauté, qui est égoïste parce que ses parents ne sont jamais là, et c'est lui qui gère pratiquement tout le patrimoine, et donc il devient
quelqu'un qui a un complexe de supériorité. Et donc, du coup, c'est un danger pour notre société. Oui, on a le premier chapitre qui présente la situation. On a bien l'impression qu'on est en train d'interpréter ou de voir clairement certains quartiers et l'environnement. Des quartiers difficiles, il y a la promiscuité, il y a des bars. Aujourd'hui, on peut dire que la société est malade parce qu'on voit bien, vous citez d'ailleurs dans votre livre, les jeunes filles qui avortent, des jeunes filles et des jeunes garçons dans la fornication. On est dans les universités, on se laisse influencer par les sectes. Alors, dans cet environnement-là, ce brin d'espoir que vous essayez d'apporter à travers une famille, est-ce que ce n'est pas de l'irréel, de l'irréalisme que de dire qu'aujourd'hui, dans ce chaos, dans ce fourre-tout, il est possible de trouver encore quelques-uns qui puissent faire office d'exemple? Les poussins de Dieu sont partout. On les trouve partout. Alors moi, je suis un formateur des jeunes. Je les salue d'ailleurs. Je salue tous ceux des soirées de vie chrétienne, des soirées Cana, qui sont en train de nous écouter. Tous les coupes mondes, je vous dis shalom. Tous ces jeunes qui sont passés par notre éducation, Gladys et moi-même, je vous salue. Eh bien, écoutez, je leur dis souvent, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, c'est pas parce que tout le monde boit, c'est pas parce que tout le monde est dans le sexe qu'il n'y en a pas qui sont différents. Non. Il faut qu'on arrête cette tendance à globaliser le péché, les choses malsaines. Non. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de plus en plus dans les lycées et collèges, on parle de ces vidéos, de ces dérives, de cette drogue qu'ils consomment, de ceux qui tabassent et tuent les enseignants. Vraiment, c'est actuel. Ça sera actuel encore pour longtemps. Mais n'allez pas croire que tous les élèves sont comme ça. Non. Il y a des exceptions, il y a des élèves comme Pierre qui peuvent refuser de se compromettre. Je parlais des journalistes. Vous êtes un journaliste qui m'a marqué par votre comportement. Mais vous écoutez, il y en a qui sont vraiment des journaleux. Mais vous faites la différence. Et c'est ça qui fait que la réponse est dans votre situation même de vie. J'ai envie de vous retourner la question en vous demandant comment se fait-il que Jean-Jacques soit différent dans ce monde où les journalistes sont vraiment décapants et même délabrants. En tout cas, merci, je me sens flatté. Merci bien. Et justement, on va marquer une pause avec ces paroles pour prendre la prochaine rubrique. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Petit Joe, enfant des rues, c'est le livre que nous vous proposons de lire ce soir. C'est un roman écrit par la femme des lettres Evelyne Pundingole dans les années 2009. Il compte 188 pages et est édité par Edicef. Voici Petit Joe, enfant des rues, parcouru par vous, Annie-Lisette Ambassa. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Foucault et bonsoir à vos nombreux auditeurs. Le Petit Joe de ce roman a été abandonné dès la naissance. On ne sait rien de ses origines, sinon qu'il est métis. La violence de sa jeune existence saisit le lecteur dès la première page. Survie au quotidien dans un conteneur, partagé avec quelques durs de la rue, maigre salaire de petit porteur, rencontre avec un père adoptif providentiel qui meurt bientôt, éjection de l'école puisque sans identité officielle, maladie. Grâce à la volonté de s'en sortir et au hasard des rencontres, l'avenir, enfin, s'éclairera. Mais cela n'adviendra que lorsque l'adolescent aura pu avancer dans la recherche de ses origines. Message moral, il y a dans ce roman et stigmatisation aussi. L'auteur Evelyne Pundingole, inspectrice générale de pédagogie en charge des lettres, arts et langues, pour l'enseignement secondaire au Cameroun, tout en décrivant dans le détail le pathétique d'une telle vie, oblige implicitement à se questionner sur une société qui le favorise. Un des personnages clés, Man, est un adolescent d'un milieu aisé.
Il tourne mal, mais ce sont ses parents qui sont jugés. Leur éducation, leur démission, la polygamie, les jeunes maîtresses, l'argent. Face à la délinquance, la perte des valeurs, le drame des abandons d'enfants, l'auteur oppose la quête de repères, les bienfaits de la solidarité, le refus de la facilité, les valeurs chrétiennes aussi. L'épilogue, avec le retour au village de Jo, devenu adulte pour y travailler la terre, l'engagement religieux, l'ouverture aux autres laisse entrevoir un avenir plus serein à l'écart de la ville de sa jeunesse. Cette issue interpelle en cela qu'elle rejoint nombre d'autres dans la littérature jeunesse africaine récente et plus ancienne. Le monde moderne, avec la ville qui en est le symbole, apparaît comme foyer de tous les dangers, de toutes les dérives, en regard d'un monde encore préservé qui seul peut permettre de se construire. L'écriture classique agréable permet une lecture sans temps mort de ce roman dont le pathétique et l'émotionnel sont les ressorts. Royal FM. Merci à Annie-Lisette Ambassa pour ce classique littéraire. Nous sommes avec André Billon. Il nous présente Les Poussins de Dieu. C'est la deuxième et dernière partie de cet entretien. Alors André Billon a forcément eu des auteurs qui l'ont à un certain moment passionné, poussé à écrire aujourd'hui. Au Cameroun surtout peut-être. Oui, je commencerai par Séverin Cécile Abega, de regretter mémoire. Je pense aussi à Joseph Ngoué, je pense à Angèle Benvin. Oui. Ils sont nombreux qui ont marqué ma tendance vers la littérature. J'ai été vraiment passionné par leur écriture simple, mais ils avaient une façon unique de dire les choses. Et ça, c'est... Vous savez, moi, j'aime l'écriture qui donne à voir, à penser, à imaginer. Tout à fait. Et c'est un peu ça. C'est ce que j'essaye de reproduire. Je suis sur leur pas. Bien entendu, il y a également, de l'autre côté, Molière qui m'a marqué. Également Victor Hugo. Pour moi, c'est des gens qui ont... Et Stendhal aussi. Oui. Théophile Gautier, ils sont nombreux. Il y a il y a eu beaucoup de lectures avant de s'exercer à l'écriture un peu plus tard. Alors, est-ce qu'il y a un style en particulier que vous essayez de copier? Du moins peut-être au début, parce qu'aujourd'hui on est quand même à son 3e texte. Après le 3e texte, comme du bon vin, on se bonifie, on se trouve sa propre voix. Oui, je crois que j'ai découvert ma propre voix à travers ce qu'on a écrit sur mes œuvres. Oui. Parce que ce sont les autres qui m'ont donné l'occasion de constater que je suis en train de creuser un sillon qui m'est propre. Quand je vous parlais tout à l'heure de ces étudiants doctorants qui ont choisi mes œuvres comme leur corpus, j'ai découvert que j'avais, selon leur dire, une écriture assez contextualisée. Oui. C'est ce qui les a d'abord frappés. J'ai découvert également à travers leur voix
que j'avais une particularité, c'est que j'attaquais les problèmes vraiment sociaux. J'ai également constaté à travers leurs écrits que je suis beaucoup plus centré sur des choses qui me sont proches en fait. C'est-à-dire des réalités proches. Je ne vais pas trop loin. Et en plus, par exemple, c'est Juvénile qui me le faisait remarquer. Juvénile Assomo, il me disait votre style plaît aussi parce que vous faites court. Oui. Parce qu'il a particulièrement apprécié précis, vraiment précis. Roman. Il me dit c'est précis et concis. Alors qu'on a l'habitude de voir des gens écrire abondamment et tout. Je dis non. Parfois on se perd au milieu des écrits. Justement. Au bout d'un moment, on a l'impression que l'auteur se répète. Absolument. Et moi, je lui ai dit, c'est la sémiotique qui m'influence. Donc, peut-être que ma voix aussi, c'est que j'y mets un peu de sémiotique. Parce que pour moi, j'ai plus le temps d'observer. Parce que je salue au passage Serge Pout, avec qui j'ai animé pendant longtemps la radio nationale Bibliothèque, une émission littéraire justement. Alors j'avais constaté une chose, c'est que plusieurs personnes fuyaient la partie notes de lecture, un peu comme votre consoeur tout à l'heure. Alors ils n'aimaient pas faire les notes de lecture parce qu'ils estimaient que lire était une corvée. C'est très compliqué. Et effectivement, après avoir dévoré des centaines de pages d'ouvrages, je me suis rendu compte qu'il y avait sur 200 pages d'un ouvrage, franchement, il y avait une bonne partie qui ne servait à rien. Un peu de remplissage en fait. Je me suis dit, mais ça ne sert à rien de nous promener là-bas. Bon, c'est vrai, les grands auteurs français, ils avaient l'art de mettre beaucoup de textes, mais ils avaient aussi l'art d'intéresser. C'est-à-dire quand ils vous perdent, ils vous mettent dans une nouvelle phase qui vous intéresse davantage au point que vous oubliez ce qui vous a amené dans le livre au départ. Mais c'est aussi tout intéressant que la première chose qui vous a intéressé. Alors moi je dis, non, vraiment, première chose à combattre, c'est la paresse de lecture. Parce que moi je suis pour la promotion de la lecture. Il faut lire. Je dis, ok, alors si quelqu'un a mon roman, qu'est-ce qui peut l'intéresser? Première chose, la 4e de couverture. Il faut que ce soit intéressant. Pour moi, c'est une mise en scène qui doit frapper. Il faut être saisissant et efficace. Il faut que... D'ailleurs, plusieurs personnes me disent, mais qu'est-ce qui... Tu parles de quoi? C'est vraiment la couverture est tellement intéressante qu'on a envie. Je dis, j'ai atteint mon objectif. L'autre chose que j'aime, et ce qui est ma voix, c'est que je veux que ce soit court. Vraiment, malheureusement, il n'y a plus de collection livres de poche, mais... Vraiment, s'il fallait créer ça, c'est ce que je ferais. Livre de poche. J'aime bien cette appellation, livre de poche. Du genre, dès qu'on tient ça dans la main, on sent qu'on peut lire ça d'un trait. D'ailleurs, plusieurs personnes, lors de la dédicace, ont dit, c'est facile à lire. Je l'ai lu d'un trait. Je l'ai presque terminé. Après la dédicace, j'ai commencé pendant la dédicace, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. L'objectif est atteint. Alors pourquoi on a quitté on va dire des sujets de société pour directement entrer dans la spiritualité? Généralement, vous avez dit en début d'entretien que vous cherchiez généralement à résoudre un problème. Ici, il s'agit de résoudre quel problème? Il s'agit de redonner confiance à Dieu. Il s'agit d'amener les gens à croire en Dieu. Vous savez, coronavirus est venu mettre Dieu dans la poubelle. Coronavirus est venu rendre Dieu banal. Au point que, aujourd'hui, plusieurs personnes se disent, mais vraiment, est-ce que Dieu sert même encore à quelque chose? D'ailleurs, j'ai vu des gens se moquer des pasteurs, des prêtres, disant, ils sont donc où pour nous empêcher de mourir? Mais, écoutez, ce qu'ils ont refusé de constater, c'est que il y a des gens qui ne sont pas morts. Et que l'Afrique... D'ailleurs, plusieurs Européens ont dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'Afrique n'est pas aussi touchée que l'Europe. Tout à fait. Même les scientifiques n'arrivent pas à justifier ça. Et moi, j'appelle Jésus-Christ mon spécialiste des situations impossibles. Et ça veut dire que comme l'Afrique est restée, ou reste jusqu'à présent, très proche de la religion, et que les... Parce que généralement en Europe... Comment vous pouvez expliquer ça? En Europe, généralement, on dit qu'aujourd'hui, c'est moins de 33% de la population qui va à l'église le dimanche. Moi, ma question, c'est qui a expliqué ça? Qui a réussi à nous faire comprendre pourquoi l'Afrique est restée à l'abri? Qui? On s'attendait, on a annoncé les hécatombes. Ouais. Donc, moi, je dis, il y a toujours une sagesse divine qui dépasse les frontières du cerveau humain. Il faut qu'on ait conscience de ça. Et ce n'est pas parce que tout le monde est dans la panique que les enfants de Dieu vont paniquer. Les enfants de Dieu doivent être comme ces poussins, qui malgré
vent, tempête, orage sont sereins. C'est un peu pour moi la vie, c'est la passion du Christ. Ouais. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'on va le tuer. Il est humilié. On frappe des roseaux sur sa tête. On se moque de lui en tirant au sort son vêtement. Oui. On lui dit, tu en as sauvé d'autres, sauve-toi toi-même. Tout comme on peut dire aujourd'hui à un chrétien, tu pries, sauvez-nous alors de Corona. Mais non, le chrétien n'est pas dans le spectacle. Le chrétien, il est dans une relation personnelle, profonde, intime avec le Seigneur. Alors ce que le livre semble dire, c'est que la spiritualité n'a rien à voir avec l'Église en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire peut-être le distinguo entre les deux. L'Église, c'est quoi? Vraiment, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Et dites-moi là où il n'y a pas le corps du Christ. Moi, je parle de l'Église, corps du Christ. Oui. Pour moi, l'Église, c'est tout ce... Donc, mon livre s'adresse de manière générale à tous ceux qui ont un peu une conscience de l'existence d'un Dieu. De manière générale. Mais je m'adresse précisément à ceux qui ont expérimenté le Seigneur de manière particulière. Oui. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous vivons. Quand les situations difficiles arrivent, c'est là que chacun se souvient de Dieu. Quand on voit, par exemple, qu'un confrère est mort, on prie. Seigneur, alors on se souvient que Dieu existe. Mais où était-on avec notre foi avant la mort de ce confrère? J'ai envie de dire aux gens, soyez consciemment et permanemment à l'affût de Dieu. Oui. Il est là, même dans ses silences. C'est ce que j'essaie de dire. Et si vous vous moquez de Dieu, vous allez mourir d'une véritable mort. Parce que le Seigneur dit, ce que les gens ne savent pas, c'est que même si le Seigneur dit que même si tu meurs, tu vivras. Donc la mort physique n'est pas la fin. Or, les intellectuels pensent que la mort physique, c'est la fin. Non, le chrétien qui est vraiment chrétien n'a plus peur de la mort. Le chrétien qui est vraiment chrétien, même quand Corona frappe à sa porte, eh bien, il ne tremble pas. Mais c'est ceux qui ont amassé les biens, qui sont esclaves de leur matériel, c'est ceux-là qui, à la moindre pandémie, ils se lavent les mains, ils mettent les masques, ils ont peur, ils ont même peur de rendre visite à leurs amis, ils ne veulent plus sortir, ils se disent c'est la fin du monde. Il faut croire. Ils ont peur, il faut croire. Oui, il faut croire, et il faut vivre avec cette maladie, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps elle sera encore là. Donc, le chrétien, j'invite ceux qui craignent le Seigneur à rester sereins, parce que dans la pauvreté, dans la souffrance, gardons notre dignité. Et c'est ce que le Christ a fait. Il aurait pu pleurer, il aurait pu dire « Oh, vraiment, excusez-moi, quand je faisais même les miracles, là, je ne savais pas ce qui m'arrivait. » Mais il est resté serein. Il parle très peu. Quand on le maltraite, il parle très peu. Tout à fait. Les seules paroles qu'il sort, c'est quand il est même déjà sur la croix. Et quelles paroles? Les paroles d'évangile, les paroles d'amour, les paroles de fraternité. C'est ça que je voudrais dire à ceux qui... Alors, André Billon, vous savez qu'aujourd'hui, les gens estiment qu'ils restent loin de l'Église simplement parce que, et d'ailleurs le livre le signale, il y a beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, des anarches qui portent cette toge-là. Alors, comment on fait pour distinguer le bon du mauvais? Pour moi, il ne s'agit pas de distinguer le bon du mauvais. Il s'agit de se réconcilier avec soi-même. C'est-à-dire, pour moi, le problème n'est pas de regarder les autres. Oui. Mon problème à moi, c'est de se regarder soi-même. Parce que c'est trop facile de juger les autres. C'est trop facile de dire tel, mais difficile de se regarder dans un miroir. Vous savez, quand il s'agit de vous critiquer vous-même, c'est pas évident. Non, du tout. Voilà. Donc, le pasteur, le prêtre qui est dans la dérive, c'est un cas particulier. Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est pour autant que tous les pasteurs sont comme lui? Non, il y en a qui sont de bons pasteurs. Oui. On est d'accord. Donc moi, je m'adresse à toi, le chrétien. Puisque dans l'église catholique, par exemple, on dit que l'homme est prêtre, roi et prophète. Oui. Donc tout homme, tout chrétien est prêtre, roi et prophète. Donc ce n'est pas une affaire du pasteur, du prêtre, non. Toi, à ton niveau, est-ce que tu es un bon collaborateur de ton directeur général? Oui. Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Il faut examiner tout ça. Oui. Donc moi, je mets en avant le culte de l'effort d'abord, ensuite la confiance en Dieu. Je ne promeux pas une foi miraculeuse où on est là, attentiste, inerte. On attend, Seigneur, viens me sauver, viens faire que j'ai la richesse. Non, pour moi, c'est travail. Oui. Aime faire ce qui est juste. Par exemple, c'est ce qu'on s'est dit. Toi, par exemple, c'est depuis une semaine que tu me cherches pour m'avoir comme invité. Mais c'est combien le font? Tu t'es déplacé, tu es venu, tu as pris de ton temps. Et moi, j'ai vu en toi quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et je suis venu. Donc, c'est pas évident. Je suis très occupé, mais j'ai dit, pour Jean-Jacques Foucault, je le ferai. Parce que son attitude, c'est sa richesse. Son attitude, c'est ce qui va lui donner davantage d'opportunités demain.
Et c'est ce qu'on garde d'un être humain. Beaucoup de gens font comme si il faut faire plaisir aux gens. Non, c'est pas ça. Il faut rester vrai et rester soi-même. J'invite donc tous ceux qui vont lire cet ouvrage, je les invite à croire en Dieu, à rester confiants, quelles que soient les difficultés de la vie. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai suivi tout à l'heure la note de lecture qui a été faite, cette brillante note de lecture sur cette œuvre, qui pour moi présente un autre poussin de Dieu, un enfant qui est né métis, qui est dans la rue, qui a dû supporter des pas mûrs. Et il a réussi. On peut les compter par dizaines de milliers, ces hommes et femmes qui sont partis de nulle part pour le sommet. Qui sont partis de rien pour le bien suprême. Et ça, rien n'explique de manière rationnelle leur ascension. Il y a beaucoup de providence dedans. Il y a beaucoup de non-dits dedans. Et pour moi, ces non-dits, ces choses qui sont difficiles à comprendre par la raison de l'être humain, eh bien, c'est Dieu. Et c'est lui, cette couleur bleue sur la première couverture. C'est ce ciel bleu qui est le regard de Dieu, absent mais présent. Et présent surtout dans ses absences. Alors vous présentez une famille qui s'en sort malgré les difficultés dans un contexte difficile. C'est pas évident, les enfants arrivent quand même à aller à l'école, n'ont pas l'ensemble des fournitures, réussissent à l'école parce qu'ils ont une bonne éducation. Peut-être les enfants c'est une valeur, il faut bien élever ses enfants et surtout dans la crainte de Dieu. Absolument. Moi je pense à mon fils Emmanuel qui a 4 ans et son petit frère qui a à peine 2 ans. David, mais ils savent que c'est celui qui a 2 ans, il fait ça, il dit Amen, Amen. Il sait quand même qu'on doit dire Amen. Et celui qui a 4 ans, c'est lui qui me rappelle quand je suis pressé de manger, que j'ai oublié de prier, il me dit Papa, tu n'as même pas prié. Écoutez, il faut que j'ai valeurs qui vont. Je dis, non, en fait, c'est que je voulais voir si tu allais me rappeler ça. Vous savez, le grand n'a pas. Des valeurs certainement qu'ils ne vont pas oublier lorsqu'ils seront un peu plus grands. Tout à fait. Alors, où est-ce qu'on peut avoir le livre? C'est simple, hein, c'est facile. Vous pouvez avoir ça à la librairie des Peuples Noirs, c'est à la Montier-Seni. Vous pouvez aussi vous rapprocher des éditions EFIC à Mélène. Tout comme vous pouvez contacter l'auteur. Oui, l'auteur directement, peut-être même sur Facebook, c'est possible de taper votre nom, vous envoyer. Ou même par le numéro. Donnez le numéro de téléphone. 699 06 30 44 699 06 30 44. Et comme ça l'auditeur d'aujourd'hui, potentiel lecteur, aura l'occasion de lire ce texte. Et je vous assure, c'est une belle histoire qui est contée avec une charge symbolique importante. Il faut jamais baisser les bras, il faut confier sa vie en Jésus, il faut prier, il faut croire. Alors peut-être un dernier mot avant de partir. Qu'est-ce qu'on devrait peut-être retenir d'abord sur le texte et peut-être sur la suite pour l'auteur? Alors, je voudrais terminer en disant que tous ces laissés pour compte, toutes ces personnes qui ont le sentiment d'être abandonnées, eh bien qu'elles sachent que c'est à elles de chercher et de trouver Dieu en toutes choses. Et comment on cherche Dieu et on le trouve en toutes choses? Il faut développer une relation personnelle avec lui. Il faut être vrai. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de mensonges. Et parfois, les amitiés, peut-être les collègues aussi, ils ont une façon d'entraîner les autres. On a des valeurs éphémères. Si tu bois plusieurs bières, tu es fort, il faut couper 5, 6, 7, il faut avoir 3 petites amies, une collègue que tu sautes et puis une autre que tu... Mais c'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. Et pourquoi les gens s'étonnent alors qu'il n'y ait pas de miracle dans leur vie? C'est tout simplement parce qu'eux-mêmes s'éloignent de Dieu par leur vie compliquée. Quand vous finissez de faire ces bêtises-là, vous allez vous mettre à genoux. Même vous, si vous êtes un père et que votre enfant ne respecte pas ce que vous dites, vous allez lui donner ce qu'il demande? Je ne pense pas. Donc c'est cette relation de fils, fille et père, Dieu qu'il faut avoir. Il faut la développer. C'est en cela qu'on pourra chercher et trouver Dieu en toutes choses. C'est en cela qu'on pourra traverser les situations difficiles sereinement et voir poindre l'horizon avec le Seigneur. Donc il faut être avec le Seigneur absolument. Ça c'est pour ce qui est du message. Maintenant, je suis en ce moment en train de développer ce que j'appelle le journal de mes intériorités. C'est ma prochaine étape. Ça sera un recueil des pensées spirituelles. Parce que j'ai remarqué que quand je publie mes pensées, tout le monde s'intéresse, les musulmans, les chrétiens, et même les bouddhistes. On m'appelle, vraiment, c'est très intéressant ce que tu as écrit. Alors du coup, je me suis dit, tiens,
pourquoi ne pas en faire un texte. Un texte, donc je suis en train d'y penser. André Billon, merci d'être passé à Royal FM et d'avoir fait votre point littéraire. C'est moi qui vous remercie, Jean-Jacques Foucault, pour l'accueil, et je remercie également le roi Salomon. Le roi Salomon. Merci à toute l'équipe, merci aussi à votre top management, merci infiniment, et vraiment je n'hésiterai pas à revenir. Le point littéraire, équipe de production, contribution, Annie-Lisette Ambassa, mise en onde, Salmon et Sana, régie vidéo, Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux, coordination centrale, Bertrand Wona, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault. À jeudi prochain. Soit plus diverses. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault.